Pendant toute l'année 1961, on a eu des cas de torture horribles. On connaissait les lieux où les gens ont été torturés. On recevait des lettres absolument atroces. Nous déposions des plaintes. Il y avait les plaintes ont été constatées avec des certificats médicaux. Mais aucun des juges n'est descendu pour constater eux-mêmes au dépôt, c'était à 3 étages sous les cabinets des juges d'instruction. Aucun ne sont allés aux 25 rue de la Goutte d'Or ou rue de la Charbonnière, où nous savions que se trouvaient les caves, où tout le monde nous disait les noms des gens qui torturaient, où on connaissait les responsables. Aucun des juges n'est allé pour arrêter, comme c'était le devoir, arrêter ces tortures. C'était en plein Paris. Et c'était devant les yeux de tout le monde. Voilà ce que nous recevions, voilà ce qui se passait en plein Paris. Ils m'ont attaché les mains et les pieds, liés ensemble, me versaient de l'eau salée dans la bouche, à travers un chiffon, et me battaient en même temps, et tout en m'accablant de questions. Au bout d'un moment de cette circonstance, j'avais perdu connaissance. Je ne savais plus ce que ces tortionnaires faisaient de moi. On attend depuis 30 ans pour octobre 61 que la vérité finisse par arriver, mais je suis persuadé que tôt ou tard on saura ce qui s'est passé le 17 octobre 61, et il y a des gens qui ont du sang sur les mains. Et il y a des ministres qui ont du sang sur les mains. Ce jour-là, la police s'est défoulée contre les Maghrébins comme ils souhaitaient le faire depuis longtemps. D'autres fois, ça existait dans les commissariats. On a raconté beaucoup d'histoires de tortures qui ont eu lieu dans les commissariats, mais là, ça a été publiquement, à la face du monde, devant tout le monde, on a pu frapper et massacrer des Algériens. Et ce qui est curieux, c'est que tout le monde a oublié cette soirée-là. On n'en parle jamais. Comme le pont avait été fermé, si il était fermé à l'accès des Algériens venant de Nanterre, malgré tout, il y en avait qui avaient réussi à passer. Et le deuxième cordon, qui lui était à l'autre bout du pont, avait fermé aussi le pont, ce qui fait que de nombreux Algériens se sont trouvés bloqués sur le pont. Et les forces de police se sont rejointes. Donc les rangs se sont resserrés, au fur et à mesure, on les jetait à l'eau. Et c'est là qu'il y a eu beaucoup de noyés. Et c'est de cette manière-là que ça s'est passé. Bonsoir à toutes et à tous. Il y a 60 ans, jour pour jour, entre 30 000 et 40 000 femmes et hommes avides de liberté sont sortis manifester et réclamer leurs droits les plus élémentaires. Cela s'est passé, vous le savez, à Paris. La réponse des autorités françaises était des plus violentes. La manifestation a été réprimée dans le sang. C'était un 17 octobre, le 17 octobre 1961. Ils étaient plusieurs centaines d'Algériens à avoir péri ce jour-là sous les balles de la police française et même jetés dans la Seine. Des milliers d'Algériens issus de l'émigration ont été séquestrés dans les geôles françaises. Et c'est le devoir de mémoire et en solidarité avec les familles des victimes que nous allons ce soir, dans ce numéro spécial 17 octobre, nous remémorer et débattre de la question de la reconnaissance des crimes coloniaux. D'ailleurs, récemment, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que les Algériens attendaient une reconnaissance totale de tous les crimes commis par la France coloniale et a souligné également que le fait de reconnaître ces crimes est une forme de repentance. Pour ce qui est de cette reconnaissance, la question mémorielle, un des éléments fondateurs de notre identité et indissociable de la souveraineté nationale, elle constitue l'un des socles sur lesquels se construit la nouvelle Algérie. Raison d'État et où commencent les droits de l'homme? Nous allons poser la question à des experts ce soir, des représentants de la société civile et de la diaspora algérienne en France, qui sont avec nous sur ce plateau et via Skype également. Vous allez également voir et entendre de poignants témoignages d'Algériens qui ont survécu à cette nuit d'enfer. Nous accueillons ce soir sur ce plateau l'historien, le chercheur en histoire
Mohamed Outsiqdour El-Qourso, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous faire le plaisir d'être parmi nous ce soir. Avec nous également, Maître Feria Germia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate, maître avocate et ancienne militante de la fédération du FLN en France. Bienvenue à vous. Nous aurons également par Skype Farid Zarzour. Bonsoir Farid. Bonsoir à tous, bonsoir. Merci d'être disponible. Alors vous êtes membre du collectif le 17 octobre à Colombes du côté de Paris. Alors avant d'entamer le débat avec nos invités, retour sur ces douloureux événements en images bien sûr, dans ce récapitulatif signé Sophia Chouban. La genèse des faits remonte à la soirée du 17 octobre 1961, lorsque des milliers d'Algériens et d'Algériennes ont commencé à manifester dans les rues de Paris. Si mes souvenirs sont exacts, préfet de police de Paris, M. Papon avait formulé un espèce de couvre-feu spécial destiné visant les Nord-Africains. Ce couvre-feu, que nous avons considéré comme étant un acte de guerre, il fallait absolument le contester. Le mot d'ordre de ces manifestants se résumait à une marche pacifique. Toutefois, et face à la déferlante, les forces de la police française ont commencé les interpellations et les arrestations en masse. Ça a démarré dans l'après-midi du 17 octobre. Il était 15h, 16h environ. Ils sont venus d'un peu partout de la région parisienne. C'est ce que la presse a appelé plus tard quand l'étoile monte à... Quand Nanterre monte à l'étoile. Moi j'ai commencé à prendre une manifestation pacifique ici, qui venait de Strasbourg-Saint-Denis, arrivée environ à Place de la Concorde. À l'époque, il y avait encore des palissades tout le long, et les premiers Algériens ont été arrêtés et parqués ici, et les mains sur la palissade. Et on en a arrêté plusieurs centaines. Ensuite, ils ont traversé la place de la Concorde et ils ont été vers le métro Solferino et rue de Lille. Il y a eu des matraquages. Et du haut du pont, j'ai vu des Algériens jetés à la Seine. La violence est montée d'un cran lorsque les manifestants ont été emmenés vers des centres de tri pour subir des interrogatoires ayant conduit à des exactions et des sévices corporels. Ils m'ont brûlé avec les chalumeaux, ils m'ont frappé à coups de trousse, ils m'ont frappé à coups de bâton, ils m'ont donné de l'eau avec de l'eau de javel, et puis j'étais évanoui. Voilà pour mes jambes. Et voilà pour mon poumon, tiens. Ça fait mal, ça fait très mal. Et m'a jeté à la Seine. Une nuit d'horreur. Le décompte officiel du nombre de victimes a été de 200. Mais selon d'autres sources, se basant sur des enquêtes, elles ont indiqué 1 millier de disparus sans compter le nombre de blessés et ceux tombés dans un coma profond. Nous avions envisagé que le 3e jour aurait été une manifestation de femmes algériennes qui auraient été alors défilées ou plutôt manifestées devant les administrations, devant les portes des prisons ou des commissariats où auraient été, d'après nos prévisions, arrêtés et détenus leurs maris, leurs époux, leurs enfants, etc. Alors j'ai pris un taxi et j'ai foncé à Nanterre. Et c'est là que j'ai vu les premiers morts rue des Prêtres, comme je vous ai raconté tout à l'heure, sur le mur, à l'endroit où il y a actuellement la faculté de Nanterre. Mais moi, ce que j'ai vu de plus affreux comme massacre, je l'ai eu à domicile, si j'ose dire, au pied de Libération. Au pied de Libération, qui était à l'angle de la rue du Faubourg Poissonnière et des boulevards. Il y avait le cortège qui montait depuis la République et d'autres qui venaient par les boulevards. Et alors là, les policiers ont ouvert le feu, salve nourrie à la mitraillette. Et donc, le nombre de gens qui est tombé est considérable. Il y a 10, 15 directement tués, il y avait des flots de sang.
Ces incidents ont ébranlé l'opinion internationale et la presse mondiale, en pointant du doigt le préfet de police de Paris, Maurice Papon. Je n'ai jamais vu une répression aussi féroce. Cette férocité sanglante, ça remonte pas. Ça remonte qu'il y a un contentieux ancien entre la police parisienne et les différents services de police, pas seulement les DST, etc., mais les policiers, parce qu'il y a eu l'épisode de la guerre en France. Un travail donc signé Sophia Chouben. Mohamed El Korso, c'est avec vous que nous allons commencer. Alors, les événements du 17 octobre, les massacres du 17 octobre se sont déroulés, vous le savez, dans un contexte particulier, une année avant l'indépendance de l'Algérie. Et même si les autorités françaises de l'époque savaient très bien que l'Algérie était allée retrouver sa souveraineté, ils ont quand même continué à ignorer les droits des Algériens, qui étaient considérés, il faut le dire, comme des citoyens de seconde zone. Alors aujourd'hui, 60 ans plus tard, jour pour jour, comment on explique cela? Très bien. Permettez-moi d'abord de faire un aller-retour entre hier et aujourd'hui. Aujourd'hui et hier. J'ai préparé une petite note. En ce temps d'agressivité officielle et de racisme déclaré de la part des politiques envers nos compatriotes de France. France, terre d'asile quand il faut, terre d'exclusion quand la métropole n'en veut plus. J'ai choisi de placer ma modeste contribution sous le signe de la dignité, sous le signe de l'honneur, de celles et de ceux qui ont défié, 60 ans après, jour pour jour, par leur engagement révolutionnaire, leur discipline, leur sacrifice, les institutions de la Ve République et le peuple français. 60 ans après, le temps de Tartuffe, entre guillemets, pour reprendre l'éditorial de témoignage chrétien signé le 18 octobre 1961 par Hervé Bourges qui était un témoin oculaire de ces massacres, de ces actes barbares, commis, dit-il, par la Gestapo française, ces temps-là ont encore de beaux jours devant eux. Faisant du déni une philosophie, la France d'aujourd'hui, à l'image de celle d'hier, pratique la fuite en avant, pensant pouvoir profiter de la crise que connaît l'Algérie pour tenter de manipuler les plus jeunes. C'est mal connaître l'Algérie et mal connaître les Algériens. Maintenant, pour revenir à votre question. En fin de compte, il était tout à fait normal de porter la guerre de libération nationale au cœur de la métropole, c'est-à-dire à Paris. C'était la première fois dans l'histoire qu'un peuple portait la guerre dans le pays colonisateur. Tout à fait. Une première. Tout à fait. Pourquoi? Parce que cela va permettre, et il a permis en fin de compte, à l'opinion internationale, mais avant l'opinion internationale, à l'opinion publique française, de se rendre compte de l'existence de ces invisibles, de se rendre compte de l'existence de ces ratons, de se rendre compte de l'existence de ces bougnoules, dans leur dignité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. D'où, en fin de compte, la programmation de la manifestation du 17 octobre 1961, mais avant la manifestation du 17 octobre 1961, il y a eu d'autres crimes qui ont été commis par la France envers la communauté algérienne en France. Tout à fait. Alors, on va passer à vous, Félia Germia, maître Félia Germia. Vous êtes avocate et ancienne militante de la fédération du FLN en France. Absolument. Vous avez vécu ces événements? Absolument. Je n'étais pas à Paris le jour du 17 octobre, que tout soit clair. J'étais à Lyon et j'ai vécu la manifestation sur Lyon. Mais j'ai tout appris par les frères qu'il y avait toujours un va-et-vient et un mouvement. Si vous permettez, moi je voudrais simplement rappeler qu'il y a eu plusieurs manifestations avant le 17 octobre. Il y a eu une manifestation du PPA-MTLD où il y a eu 3 morts. Le 23 mai 52. Il y en a eu une autre le 14 juillet, dans le défilé du 14 juillet, à Nation, où il y a eu 7 morts, dont 6 Algériens tués par la police. Le 1er mai 54, forte manifestation à Valenciennes, Lille, Sochaux,
Nevers, Saint-Étienne et Vincennes, où il y avait 30 000 personnes. Tous passés sous silence. Tous sous silence. Et je signale que ces villes-là, c'était des villes industrielles, soit le charbon, soit Saint-Étienne, Valenciennes, les couteaux, etc. C'est toutes des villes où il y avait des usines et où il y avait une concentration d'ouvriers algériens. Ces ouvriers algériens, en contact avec les syndicalistes français, se sont forgés, se sont formés et bien sûr ont réclamé à corps et à cri leur liberté. Je continue, voilà, vous prenez M. Corto. Oui, s'il veut reprendre. Il n'y a pas de problème. On va tout de suite aller à la naissance de la Fédération de France. Oui. La Fédération de France est née en janvier 1955, donc tout de suite après, et novembre. Oui. Le premier comité a été créé par M. Boudiaf, premier comité fédéral de l'immigration, qui était installé en Belgique, pas à Paris. Il était composé de Mourad Terbouch, Dou Mohamed, un des survivants, Rabbi Taoul fi Amro, Foudid Ben Salem et Abdelrahman Guerras. Allah yarhamhum. Allah yarhamhum. Maître Guelmia, alors vous êtes une militante issue d'une famille de militants. Vos propres parents étaient militants pour cette cause-là. Absolument. Alors les femmes, il faut le dire, étaient partie prenante à cette marche et elles font partie des victimes, ce qui dénote tout de même l'implication de la femme algérienne à tout le processus de décolonisation. Moi, je vais dire les familles d'abord. Les familles étaient prenantes. Oui. Parce que si on prend le cas de Fatima Beddar, certainement que la famille qui était... monsieur le professeur va en parler puisqu'il a assisté à l'enterrement de Taha. Nous avons assisté à son enterrement à Bougie, le pays de ses parents. C'était des familles entières. Fatima Beddar est morte. Pourquoi? Sa maman, elle avait 14 ans. Sa mère lui a dit, tu ne sors pas. Tu gardes tes petits frères. Et la mère et le père sont partis manifester. C'était en famille. Oui. Le père a accompagné la mère, elle a continué. Oui. Fatima s'est sentie frustrée. Comment est-ce qu'elle ne manifesterait pas? Elle est algérienne. Elle a enfermé ses petits frères et elle est partie manifester. Totalement. 15 jours après, on l'a retrouvée dans le canal. Monsieur le professeur donnera plus de détails que moi. Oui. Non, c'est un moment très fort. Oui. On ne peut pas en parler comme ça. On ne peut pas en parler comme ça. Oui. Parce que, avec Ghafir Mohamed Dimouh Knichi, avec notre sœur Guermia, avec Madame Corso, nous nous sommes mobilisés autour, non pas de cette fille, non pas autour de cette famille, mais autour de cette cause. Symbole. Oui, une famille symbole qui représentait le reste, tous les gens qui étaient avec eux. Fatima Rabbi Yarhamha est devenue une icône. Jeune collégienne, 14-15 ans. Oui, exact. 14-15 ans. Et déjà impliquée. Elle s'est déjà impliquée. Elle avait l'amour de la patrie dans les tripes. Et au moment de rapatrier ses restes post-mortem. Oui. Après combien d'années? Après combien d'années? Le devoir m'impose de dire que nous avons affronté les pires problèmes administratifs. Entre autres, que cette dame, que cette jeune qui a été retrouvée dans la Seine n'était pas Moudjahida. Pourquoi? À l'époque, on délivrait des cartes d'adhérents aux Moudjahidines. Ensuite, l'autre moment, c'était quand nous avons eu entre les mains, grâce aux sympathisants en France, grâce à Mouh Knichi, il faudrait que je le dise, c'est un devoir. C'est un devoir. Il s'est investi. Nous avons eu la convocation du commissaire de police qui a été adressée à la famille Beddar, lui demandant de venir
voir si parmi les dépouilles qui ont été retrouvées ne figurait pas leur fils. Effectivement, leur fils était parmi ces dépouilles. Le procès-verbal date du 31 octobre 1961. Inutile de vous dire dans quel état étaient les victimes. Oui. Comment s'est faite la reconnaissance de Fatima Allah yarhamaha? Elle avait une chevelure dense et donc une tresse touffue et longue. Elle avait également un tablier, comment on appelle ça, écossais, là, hein? Bon. À carreaux. À carreaux, voilà. C'était les éléments d'identification. Et quand le corps a été rapatrié, excusez-moi, les loups, oui, les corbeaux, c'est le cas de le dire, bien sûr, les crocodiles, hein, se sont retrouvés le Qa'a Sharafiya, salon d'honneur, pour l'accueillir. Le troisième élément, nous avons demandé depuis un certain temps que son nom soit à une institution de marque. Nous avons été, ma femme et moi, reçus, je dois le dire, par Madame la ministre de l'Éducation nationale à l'époque, Nouria Ben-Ghabrit. Nous lui avons parlé de ce cas-là. Elle nous a promis de faire le nécessaire. Bon, ça n'a pas été fait. Est-ce que maintenant on peut faire quelque chose pour cette dame? Est-ce qu'une rue importante d'Alger pourra porter son nom? Est-ce qu'une institution en guise de reconnaissance, scolaire, en guise de reconnaissance, est-ce qu'une université ne pourra pas porter son nom? Tout à fait. Hein? Le devoir de mémoire, c'est ça également. Hein? Oui, ça fait partie. Le devoir de mémoire, c'est ça. C'est un aspect important à relever, effectivement. Bon, moi, je voudrais revenir, si vous permettez, en complément de ce qu'a dit ma sœur Germia. Alors justement, juste avant, on va justement vous parler de cette jeune génération très impliquée dès le jeune âge, 14-15 ans déjà, responsable. Elle se disait qu'elle devait faire quelque chose. On va juste... Oui, dites-moi. Vous avez dit qu'il y avait les femmes. Non, il n'y avait pas les femmes. Il y avait les familles. Les familles, et l'une des consignes fondamentales qui avait été donnée à l'époque par la Fédération de France du FLN, c'est de défiler ensemble. Et les photos que nous avons... On atteste. On atteste. Oui, il n'y avait pas que des femmes. Il y avait des femmes avec leurs bébés, des femmes avec leurs bébés, avec les poussettes. Et suite à la charge de la police, hein, aux différentes charges de police, qu'est-ce qu'on a retrouvé? Ils ont laissé les enfants... On a retrouvé, c'est pas les enfants, on a retrouvé des boutillons, on a retrouvé les petites boutilles des bébés, etc. C'est tout le drame, c'est tout le drame. Hein? C'est tout le drame. Tout à fait. Alors justement, on va... Qu'ils étaient sans armes, endimanchés, les instructions de la Fédération. Bien sûr, manifestation pacifique. Tout à fait. Exactement. On va justement faire escale à Colombes à Paris, si vous le permettez, mesdames, messieurs, juste pour savoir, alors justement, la jeune génération, est-ce qu'elle est aussi impliquée? Les Algériens établis à Paris, en France, est-ce qu'ils sont impliqués toujours dans cette démarche-là pour reconnaître ces crimes coloniaux? Farid Zarzour, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous et j'en suis très heureux. Le plaisir est pour nous. Depuis plusieurs années maintenant, on travaille à cette question-là, déjà à la reconnaissance de ce crime d'État, hein, qui est vraiment une histoire franco-française, hein, et surtout, le souci principal, c'est le souci de la transmission. C'est de parler de cet événement-là à un maximum de jeunes, garçons comme filles. Ça, c'est une mission qu'on s'impose depuis déjà plusieurs années. Il faut savoir que le collectif du 17 octobre 1961, banlieue nord-ouest, il commémore pour les plus anciens et pour les premiers depuis 1973. Voilà, les premiers rassemblements, et je pense notamment au rassemblement sur le pont de Beson, il date de déjà très longtemps. Par exemple... Ce qui est compliqué, vraiment la chose la plus difficile en France, c'est de faire une éducation massive chez les jeunes. On sait bien que l'éducation en France, elle se fait à l'école. Vraiment, l'apprentissage se fait comme un rouleau compresseur à l'école. Et c'est même très bien. Oui. Est-ce que ces événements sont enseignés dans les manuels scolaires? Alors, pardon? Est-ce que ces événements-là, du 17 octobre, sont enseignés aujourd'hui en France dans les manuels scolaires? Alors, à la marge, en fait, cet enseignement, il pourrait se faire parce que les enseignants en France ont un droit d'aborder certains sujets en particulier.
Certains font le choix d'aborder la question de la guerre d'Algérie. Le mot choix, comme l'a précisé Mme Guermia. D'autres sujets, mais très peu sur le 17 octobre. Par exemple, cette année, nous avons eu la chance, la joie d'avoir des enseignants de lycée qui ont souhaité aborder la question. Et vraiment, je les en remercie. C'est les enseignants du lycée en passant à Colombes, et avec leurs élèves, le coordinateur du collectif, Chérif Cherfi, est allé parler de la question du 17 octobre, où il y a eu des retours, des questions, des débats, mais très, très, très intéressants. Et ça, c'est une belle ouverture pour les jeunes générations, en tous les cas en France. Mais je le répète, c'est très compliqué d'éduquer, d'informer, de rendre visible cette histoire du 17 octobre 1961. En tout cas, merci beaucoup Farid Zerzour, merci pour tout le travail, vous ainsi que les autres membres, pour tout ce que vous faisiez au sein de ce collectif du 17 octobre, vous qui veillez à ce que tous ces crimes coloniaux, tous ces crimes contre l'humanité soient reconnus. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Très belle soirée à vous. Alors, Madame Feria Guermia, Maître Feria, vous voulez revenir sur le terme choix? Oui, les professeurs en France ont le choix d'enseigner ou pas. Ça n'est pas fait. Ou pas. Et ça n'est pas fait. Et je voudrais surtout revenir à votre question à laquelle je n'ai pas répondu, j'estime. Oui. Je crois qu'elle pourrait servir même pour les familles actuelles. Comment les jeunes ont adhéré en France? C'est généralement les familles de militants qui parlaient à l'intérieur de la famille de la Révolution. Pensez bien qu'à 14 ans, je ne pouvais pas prendre la décision d'aller faire la liaison avec le FLN ou avec un autre parti, s'il y en avait eu un autre à l'époque. C'est tout simplement parce que mes parents étaient nationalistes, parce que mes parents travaillaient pour la Révolution, et que papa, Allah yarhamou, ne nous cachait rien, on était 3 filles, et on a eu droit à une bonne formation. Akhedmou l'avenir ta'akom, travaillez pour votre avenir. Il faut aider. Comment peut-on aider? Une qui va faire de la frappe à la colline de Fourvière, et c'était moi. Je savais à peine taper avec 2 doigts. Une qui allait transporter des armes, l'autre qui allait pour une autre. On faisait la liaison toutes les 3. Et c'est comme ça qu'on s'est intéressé à la Révolution. D'ailleurs, le FLN, c'est vrai que pour l'argent, il récoltait le plus d'argent auprès des ouvriers qui étaient plus nombreux. Mais en fait, sans les familles, je me demande ce qu'on aurait pu faire. Il n'y avait pas beaucoup de familles à l'époque. Hein. Oui. On est en 54, 55. Rares étaient les gens qui étaient en famille installés là-bas et qui pouvaient aider. Les familles ont été réellement au service du FLN. Pour les réunions, pour les caches, toute la famille travaillait. Donc c'est ce milieu social qui nous a forgés, qui nous a formés. Et la discipline au sein de la fédération. Les frères, je le dirais en arabe, Zalgafulga. Voilà, c'est bien dit. Qui pouvait cligner de l'œil anormalement. Vous saviez ce pourquoi vous étiez. Absolument. Très bien. Une discipline de fer. Oui. Et c'est ce qui a servi à monter la fédération. Tout à fait. Alors, Maître Feria, Monsieur El-Korso, alors dans vos mémoires, dans nos mémoires à nous tous Algériens, que reste-t-il exactement de ces événements? Dans la mémoire de nos jeunes issus de la 2e et 3e génération d'Algériens établis en France, notre ami Farid Zerzour a recueilli quelques témoignages qui a été à la rencontre de certains d'entre eux. Regardez. Ce que je sais des commémorations du 17 octobre 1961, c'est que plusieurs Algériens ont été jetés de la Seine par le gouvernement. J'ai appris cela pas à l'école, mais justement avec un reportage que Canal Algérie a diffusé, il me semble, il y a 2 ans. Donc je l'ai regardé, j'ai trouvé ça tragique.
Et malheureusement, donc l'année dernière, avec le Covid, c'était un peu compliqué. En revanche, cette année, je pense y aller. J'ai la chance d'habiter justement à côté de ces ponts, Beson notamment. Donc je pense y aller cette année. J'ai aussi... il y a quelqu'un de mon entourage qui fait partie d'un collectif et qui publie plusieurs choses sur Facebook que je suis, que je lis, que je regarde et qui m'intéressent. Donc voilà, je pense y aller cette année. Et voilà. Ce que je sais du 17 octobre 1961, c'est que différentes personnes algériennes ont été jetées de différents ponts dans Paris. J'ai appris cet événement par ma mère qui allait souvent aux commémorations, donc qui se faisaient au pont de Beson, pas très loin de chez nous. J'ai jamais appris ça à l'école. On nous a pas enseigné tout ce qui est guerre d'Algérie, indépendance. Du coup, j'ai appris ça que par notre déplacement à la commémoration. Donc, concernant l'événement du 17 octobre 1961, moi j'en ai entendu parler déjà à travers des discussions qu'on a eues avec la famille. C'est des sujets aussi qu'on a pu aborder avec des gens qui sont plus anciens que nous, qui sont plus âgés. Ils nous ont transmis en fait simplement leur savoir. C'est peut-être pas des informations qu'on a eues à travers notre éducation, on les a peut-être pas eues à l'école. Par exemple, à l'école, moi j'ai étudié la guerre d'Algérie en terminale. Mais c'est vrai qu'on a étudié, en fait, on a eu l'histoire que du côté... En fait, on a eu que ce qu'on voulait nous raconter. Donc les événements un peu plus tristes, on n'a pas forcément eu les bonnes infos. Après, c'est quand même un événement qui est très très important. Il y a eu déjà 250 et 350 morts ce jour-là. C'est un événement très très triste. Et je pense qu'il faudrait qu'on mette un peu plus la lumière sur des faits comme cela, parce que ça fait aussi partie de l'histoire. Donc il y a eu la colonisation de l'Algérie. Mais il ne faut pas négliger certains événements. Il faut rappeler que ça a été une période très très sombre pour les Algériens. Ça a créé énormément de traumatismes. Que, du coup, je crois qu'on dit les Algériens ils sont fiers, etc. Mais aussi il faut se rappeler de l'histoire. On a une histoire qui est très très jeune. Et voilà, je pense que faut continuer à mettre la lumière sur ce type d'événements et ce type de jours. Voilà donc de jeunes Algériens établis à Paris, donc des témoignages qui ont été recueillis par notre ami Farzour du collectif le 17 octobre. On le remercie, merci à vous. Alors, une jeune génération qui est impliquée, du moins qui s'intéresse à l'histoire de son pays. Alors, professeur Mohamed Al-Khalsou, vous ne sembliez pas très d'accord face à ces témoignages. Pourquoi? On peut savoir? Non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon pays. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les jeunes d'Algérie. Hein. Au contraire, je remercie ces jeunes-là qui s'intéressent à l'histoire de leur pays, même si leur pays est loin, hein, même s'ils vivent dans un autre milieu. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans mon pays. Ce qui se passe dans mon pays, hélas, mais cela a une explication. Nos jeunes, nos étudiants, je dis bien nos étudiants au département d'histoire ne s'intéressent pas à l'histoire. Il y a forcément une explication. L'explication, c'est que, le milieu a changé, la temporalité a changé, le contexte a changé. Ces jeunes ont d'autres préoccupations. Bon. Sauf que on ne peut pas se désintéresser de l'histoire de son pays, l'histoire c'est une matrice finalement, c'est elle qui nous forme, hein, c'est un élément de notre identité nationale. Bon, la question qui se pose, c'est la suivante. Comment l'enseigne-t-on? Hein? Qu'est-ce qu'on lui réserve également comme support? Alhamdoulilah, actuellement, il y a le Qanat Zakira, hein? Qanat Zakira. Mais ça reste un élément et ça reste insuffisant. Trouver d'autres supports, d'autres moyens pour intéresser nos étudiants. Il y a des productions littéraires, des productions cinématographiques. Des productions cinématographiques. Et d'abord, leur dire, si c'est possible, l'histoire, leur dire l'histoire telle qu'elle s'est passée. Oui, telle qu'elle s'est déroulée. Telle qu'elle s'est déroulée.
hein, loin de toute déformation, loin de toute politisation, hein, loin de toute occultation. On a reproché, on reproche jusqu'à présent à la France coloniale, on reproche à la France d'aujourd'hui, à la Ve République, d'occulter tout son passé colonial. Hein, de verrouiller les archives, d'avoir donné de faux chiffres quant au... Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour cela, il ne faut pas qu'on occulte notre histoire. Oui. Il ne faudrait pas qu'on verrouille nos archives. Hein? C'est ainsi que nos étudiants pourront s'intéresser à leur histoire, hein? Pourront s'intéresser à l'histoire de leur pays, contribuer au développement mental, intellectuel des jeunes. Hein, ça, c'est un élément fondamental. Tout à fait. Alors vous, justement, professeur Mohamed Laqarso, en tant que professeur universitaire en histoire, chercheur en histoire, qu'est-ce que vous recommandez pour tendre la main quelque part à ces jeunes pour qu'ils puissent s'intéresser à l'histoire de leur pays? Peut-être adopter un langage de jeunes dans le sens où, je vous vois venir, dans le sens où peut-être passer par des plateformes digitales sur le net. Ils sont tout le temps connectés aujourd'hui. Oui, non, tout à fait. Non, tout à fait. Mais ce que je dis, c'est d'abord ne pas déformer le fait historique. Et bien le transmettre. Le transmettre bien dans la mesure du possible. Oui. Parce qu'il reste toujours des éléments que l'on ne maîtrise pas. Hein? À l'heure actuelle. Il y a des éléments qu'on ne maîtrise pas, qu'on maîtrisera peut-être demain, après-demain, après l'ouverture des archives, etc. Ce que je préconise également, c'est de dépolitiser l'histoire. De dépolitiser l'histoire. Hein? Que les historiens ne s'auto-censurent pas. Nous portons en nous, depuis des années, cette culture d'auto-censure. Tout à fait. Alors avant de passer à vous, maître, un petit... Dites-moi, vous voulez rebondir? Non. D'accord, alors justement, on va parler justement... Mohamed a dit tout ce qu'il fallait dire. Je dirais peut-être une petite chose, c'est que mon avis, mon humble avis, oui. Peut-être que cette histoire devrait commencer dès le primaire. Oui. Qu'on commence à l'enseigner dès le primaire. On n'attend pas le lycée ou la fac pour dire à un jeune Algérien, voilà ton histoire comme ça, en vrac. Non. Tout à fait. Alors, maître Galmia, on reviendra à vous. C'est une histoire très riche, c'est une histoire très belle. Et notre histoire, les deux mots, notre histoire, ça suffit. Voilà. Alors, maître Galmia, on reviendra à vous, mais avant, d'autres témoignages de cette jeune génération, de nos Algériens qui sont installés de l'autre côté. On se retrouve juste après. Bonjour, je m'appelle Yanis. Je vais vous parler du 17 octobre. Donc, c'était une manifestation pacifique qui a été organisée par le peuple algérien pour protester contre le couvre-feu mis en place par l'État contre les Algériens. Donc c'est une manifestation qui comptait des femmes, des enfants et des hommes. Malheureusement, ça s'est mal passé parce qu'on compte aujourd'hui entre 250 et 350 morts, donc tués par la police française. Et donc j'ai appris, j'ai entendu ces choses de par mon entourage, des reportages, ma famille, mais malheureusement jamais par l'école. Moi, ce que je connais du 17 octobre 61, je l'ai appris grâce à M. Chérif Cherfi. Il m'a dit qu'en gros, c'était une manifestation qui avait été organisée par les Algériens suite au couvre-feu qui avait été instauré. Et suite à cette manifestation, les policiers avaient reçu ordre par M. Maurice Papon de frapper les manifestants, qu'ils soient hommes, femmes, enfants. Et ça a complètement dégénéré et des gens étaient jetés à la Seine au pont de Besançon. Il y a eu beaucoup de morts et c'est étrange que ce monsieur soit préfet de police alors qu'il avait des antécédents sur lui durant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire et c'est tout ce que je sais dessus. Je pense aussi qu'il faudrait qu'on donne beaucoup plus d'informations aux jeunes, parce que moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des débats justement avec des gens qui sont plus anciens que moi et qui connaissent du coup mieux l'histoire que moi, de leur parler de moi ce que je savais par rapport à ce que j'ai appris par exemple à l'école tout simplement. Et très souvent je me suis fait contredire en fait, et je me suis rendu compte que on m'apprenait que ce qu'on voulait que j'apprenne. Du coup en fait j'aimerais vraiment, enfin moi en tout cas je pense que c'est très important qu'on continue à enseigner aux jeunes leur histoire, surtout aux jeunes Algériens,
leur histoire parce que c'est une histoire qui est très très forte et je pense qu'il faut mettre l'accent sur ce point-là et c'est très important pour le développement de ces jeunes-là, pour pas qu'on oublie d'où on vient et pour que notre pays puisse, notre pays et les gens qui ont perdu la vie puissent avoir, qu'on puisse mettre l'honneur justement par rapport à ce qui s'est passé. Notre histoire sur laquelle on ne cessera bien évidemment jamais de mettre lumière. Alors justement, maître Felia Germia, j'ai une question qui me taraude, qui reste toujours sans réponse. Les portés disparus, comment cela a pu arriver qu'il y ait des gens portés disparus dans une capitale européenne, une si grande capitale européenne, Paris? C'est très clair. Faire vite, je vous dirais, les Français n'avaient pas intérêt à nous donner le chiffre exact, même s'ils l'avaient. Et nous, la Fédération de France n'était pas en mesure, c'était impossible. D'abord, les chefs de la Fédération n'ont pas participé à la manifestation, ni celle de Paris, ni celle d'ailleurs. Oui. Ils ne pouvaient pas parce qu'on avait peur qu'ils soient descendus ou arrêtés ou quoi que ce soit. Il n'y avait donc que le peuple. Et c'est difficile. Qui est mort, qui n'est pas mort, à moins d'avoir vu quelqu'un. Oui. Et il y avait aussi un autre problème. Si vous me permettez, je continue. Oui. L'émigration en France s'est heurtée au phénomène messaliste. Il ne faut pas l'oublier. Et la création qui en a émané, le fameux MNA, qui a été créé le 14-12-54. Il a entravé l'implantation du FLN en France et il est passé de la lutte fratricide à la coopération directe de l'ennemi. On ne peut pas l'oublier. La lutte a été un travail en profondeur. Un noyau de militants qui a fini par faire la division et opter pour le parti déclenché le 1er novembre. La France, les Algériens de France, le FLN en France, je dirais, avaient pour arme la conviction, la volonté et la ténacité. Oui. C'est ce noyau-là de militants qui ont réussi à mettre en place une véritable 7e wilaya dès 1957, où elle a vraiment pris forme et où elle a été vraiment rentable. Elle était structurée dans son organique, sa logistique, ses réseaux de communication, l'acheminement des armes, l'acheminement de l'argent. Tout était organisé de telle manière à parvenir ce qui devait être parvenu à destination. Alors aujourd'hui, maître Germia, est-ce que c'est difficile de faire reconnaître les événements du 17 octobre comme un crime contre l'humanité? À l'époque, on peut comprendre le contexte de guerre, mais aujourd'hui, 60 ans plus tard, pourquoi ce n'est toujours pas fait? Ça devrait l'être, et ça l'est par nature. Oui. Quand on a tué tant de personnes, oui. Que peut-on attendre? Ils ne veulent pas nous reconnaître, qu'ils ne nous reconnaissent pas. Mais nous savons ce que nous avons fait. Nous savons ce que nous valons. Et nous sommes libres. Nous allons continuer. Pour bien cerner cette question, moi je voudrais revenir à l'acteur principal. On ne peut pas parler de ces massacres sans parler de celui ou de ceux qui sont derrière. L'acteur principal, c'est le préfet de police, Maurice Papon. Oui. Maurice Papon qui a un passé très lumineux, je veux dire, qui ne l'honore pas. Hein? C'est l'un des principaux collaborateurs du régime de Vichy. Il a été d'ailleurs poursuivi en justice par les Juifs et condamné à Bordeaux en 1999 pour cette raison-là. Ce monsieur-là, il a une carrière coloniale bien remplie. Entre 1949 et 1951, il est préfet de Constantine. Il va se retrouver entre 1954 et 1956 secrétaire général au protectorat, c'est-à-dire au Maroc. Mai 1956, mars 1958, il est préfet IGAM de Constantine. Ça veut dire quoi, préfet IGAM? C'est préfet de plusieurs, à la limite, communes de plusieurs, de toute la circonscription de l'Est. Bon. En mars 1958, il est nommé par le général de Gaulle comme préfet de police à Paris pour, je cite de mémoire, mater le FLN. Hein? À Paris. Paris, je cite toujours de mémoire, qualifié de capitale du FLN. Bon. Quelle est sa stratégie? Sa stratégie, c'est d'abord encadrer,
contrôler les immigrés, éradiquer le FLN, surtout à Paris, principalement à Paris, hein, une des capitales les plus importantes. Hein, ces moyens, c'est des moyens techniques qu'on a connus en Algérie, c'était le DOP. Hein, c'était le DOP, hein, là où on pratiquait, où on enseignait la torture. Lui, il n'a pas créé les DOP, mais il a créé le GAP, oui, voilà, hein, il a pratiqué le groupe de travail et d'action psychologique. Hein, bon. C'est dans avec ce personnage-là et les autres collaborateurs, les autres ministres, ils ont créé tout un climat, si vous voulez, de tension extrême. Hein. Ce climat de tension extrême, je l'énoncerai en 2 mots. Hein. D'abord, la police parisienne était sous influence des partis politiques de droite, hein, sous influence également de l'OAS, hein, et donc son déchaînement s'explique en fin de compte par cette même mise, hein, de l'extrême droite, de l'OAS, etc. D'autant que la police avait perdu quelques-uns de ces éléments qui avaient été abattus par le FLN. Mais les éléments qui avaient été abattus par le FLN, c'était les pires tortionnaires du FLN. Ils n'étaient pas choisis comme ça à l'improviste. Hein, il faut le dire et il faut le souligner. Ceux qui étaient ciblés, hein, étaient fichés par le FLN et bien fichés. Bon. Il y a également le rôle de Papon. Le rôle de Papon, il ne s'est pas contenté d'envoyer des directives. Hein. Il a visité la veille et l'avant-veille du 17 octobre les différents commissariats de Paris et de sa banlieue. Et il a déclaré début octobre à la police, je cite, « Réglez vos affaires avec les Algériens vous-même. » Oui. Hein. Il l'a dit. Quoi qu'il arrive, vous êtes couvert. Hein. Son adjoint, l'adjoint de Papon, il dira aux policiers, vous n'avez pas besoin de vous compliquer les choses. Sachez que même si les Algériens n'en portent pas sur eux, ça veut dire les armes, hein, faites comme s'ils portaient des armes sur eux. Ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je vous coupe, excusez-moi. Pardon. On parle de favoritisme, là, clairement. Il est jugé pour cette affaire-là et pas pour les crimes qu'il a commis. C'est le premier acteur, c'est le premier responsable. Les crimes qu'il a commis ce 17 octobre. La fondation du 8 mai 45 a intenté un procès du temps de Sylvain Chebon Mazallah Rahmou, suite à une séance de travail qui a été organisée à l'hôtel Horaci en présence de Maître Bentoumil Rahmou, en présence de Nicole Dreyfus Rahma, en présence de Manville Rahmou, en présence de Maître Milo de Brahimi Umro, je crois en présence de l'ancienne ministre de la Justice qui était sénatrice, j'ai oublié son nom, qu'elle m'excuse. Bon, une journée d'études a été organisée pour voir quelles sont les possibilités de poursuivre en justice Maurice Papon. Bon, on est passé même devant la Cour européenne des droits de l'homme. On n'a pas eu gain de cause. Affaire à suivre, voilà. Alors on va regarder justement cette interview de Ali Haroun, également de Ahmed Doum, membre fondateur de cette fédération du FLN en France. Alors une entrevue qui a été réalisée par Flab Nour et Yazid Ait Meheddine. On se retrouve juste après. Le colonialisme n'a jamais reconnu aux Algériens détenus leur qualité de militants politiques. Donc il les considérait comme des malfaiteurs, des délinquants de droit commun. C'est-à-dire, il leur donnait aucune garantie. Alors, c'est pour ça que, pendant toute la guerre, le colonialisme a interdit qu'on utilise le terme de guerre. Il n'a jamais parlé de la guerre d'Algérie. Le mot guerre, il l'a utilisé en 1999. Il parlait des troubles à l'ordre public, maintien de l'ordre, événements d'Algérie. Tous ces néologismes, ça lui permettait de condamner les Algériens comme des malfaiteurs. Et il fallait donc que, aussi bien eux-mêmes que la Fédération de France, qui supervisait toute cette émigration, il fallait qu'on fasse tout un travail pour parvenir à faire reconnaître la qualité de détenu politique à ces détenus. Et comment le faire? Quand vous êtes en prison,
la seule arme que possède le détenu, c'est la grève de la faim. Alors, on a organisé plusieurs grèves de la faim pour obliger le colonialisme français à reconnaître cette qualité de détenu politique. Alors, il y a eu une première grève de la faim, là je cite de mémoire, tu peux je crois qu'il y en a eu une au mois de juillet 58, puis d'autres, plusieurs petites grèves, et enfin la plus grande, celle qui leur a permis réellement d'obtenir la qualité de détenu politique, c'est-à-dire le régime A, c'est celle qui s'est déroulée du 1er novembre au 20 novembre 1961. Voilà, c'est la plus grande. Pourquoi la plus grande dont je me souviens? C'est que plusieurs grèves de la faim sporadiques se faisaient dans les prisons. Chaque prison faisait une grève là. Et cette grève sporadique ne donnait aucun résultat parce que les détenus étaient bastonnés et ils ne pouvaient pas modifier leur statut. Alors nous leur avons dit au niveau du comité fédéral, ne faites plus de grève, laissez-nous l'organiser. Nous avons commencé à y penser au mois de janvier. On a commencé à y penser avec les avocats pour organiser une grève qui soit une grève générale, qui touche les 83 prisons, qui touche les 5 ans et qui touche un certain nombre de prisons d'Algérie où nos avocats de France pouvaient avoir accès. C'était des ouvriers qui venaient d'Alger, des immigrés, mais qui avaient, ces chaussons, une chambre pour 4 personnes, avec, pas le confort, mais le demi-confort. Et même leur chambre, il y avait une femme, des femmes de ménage, qui faisaient leur lit, qui nettoyaient, oui. Et Sochaux, à l'usine, ils étaient très bien. Et en plus, bien payés. Là, par contre, vous avez cité tout à l'heure Audincourt. Audincourt, c'était la galère. C'est la forge. La forge. Non seulement la forge, mais ils étaient dans des baraques, pas des baraques, des hangars, vides, lumière matin et soir. Et chacun mettait son lit comme il veut. À côté de Peugeot, c'était le 5 étoiles. Et là, la communauté, l'immigration qui a vécu à Audincourt a beaucoup souffert. D'ailleurs, il ne dépassait pas les 3 ans, 4 ans. Donc une interview réalisée par Fela Bennour et Yazid Ait Mahidine il y a un peu plus de 2 mois. Donc Ahmed Doum, auteur de cet ouvrage paru à Casbah Édition, de la Casbah d'Alger à la prison de Fresnes 1945-1962. Vous l'avez lu ? Oui, je l'ai lu, il raconte un petit peu son militantisme. Tout à fait. Hein, et son incarcération aussi à la prison voilà, de Fresnes. Ce qui est important, c'est son incarcération. Très longue, oui. Très très longue. Plusieurs dizaines d'années. Oui. Comment ils étaient organisés, c'est pour dire que la vie en prison, c'était une vie militante également. Militante et très organisée. Ils ont même fait des études. Ils ont appris l'arabe, ils ont appris le français. Ils faisaient les maths, ils faisaient tout un tas de choses à l'intérieur de la prison. Et ils avaient toutes les informations. Y compris dans les camps ici en Algérie. Hein. En tout cas, aujourd'hui, c'est l'occasion de leur rendre hommage à tous ces hommes qui ont quelque part donné de leur vie pour cette Algérie qui est escalée aujourd'hui. Alors rapidement, Maître Guelmia, alors sur le plan pénal, un pays doit tôt ou tard assumer des crimes qui remontent à l'ère coloniale. Lorsqu'on voit par exemple le Canada, qui a fini par reconnaître des crimes commis contre les Indiens d'Amérique, on se dit pourquoi pas des crimes beaucoup plus récents comme ceux du 17 octobre 1961. Le crime du 17 octobre est établi, on ne peut pas le nier. Tôt ou tard, la France sera obligée de reconnaître. Quand je dis la France, moi je dis le peuple français, beaucoup de Français étaient avec nous. Très bien. C'est le gouvernement français. Tout à fait. Qui ne fait pas ce qu'il Beaucoup de Français ont été naturalisés algériens, juste rien que pour leurs actes pour l'Algérie. Qui ont milité avec nous. Oui. La gauche française, les étudiants, le PCF. Oui. Il a demandé à la classe ouvrière de réagir contre les mesures racistes de Papon. Les profs de fac, les syndicalistes, les prêtres, l'ordre des avocats,
et les policiers républicains. Merci beaucoup. J'ai 2 lignes encore à vous dire. Je réponds pour les comptes, combien de disparus et combien de tués. La fédération dans l'incapacité de fixer le nombre de manière précise. Merci beaucoup. Alors, une toute petite mini-phrase dans un rapport... On terminera avec ça, rapidement. Oui, j'ai pas pu vous lire les rapports que la base a fait. Alors, on est pris par le temps, vous reviendrez une prochaine fois. Bien, c'est pas un problème. Il y a un frère... Elle risque d'avoir une crise cardiaque. Ah non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il y a un frère qui était dans les manifestations du 17 octobre. Oui. Il rencontre un unijambiste. Très brièvement, madame. Très brièvement, il y a un autre programme qui commence juste après. Un unijambiste, il lui dit... Pourquoi tu es venu avec une seule jambe? J'ai perdu une jambe pour la France. Si je dois perdre l'autre jambe, ce sera pour ma patrie. Merci beaucoup. Merci Maître Falia Galmia, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes avocate ancienne militante de la fédération du FLN en France. Un dernier mot, professeur Mohamed El Khalso. Le 17 octobre, d'abord, c'est un accélérateur de l'histoire. Oui. C'est également un unificateur des rangs des Algériens en France. Oui. C'est également un incubateur de la pensée révolutionnaire en France. Oui. Je terminerai en vous lisant ceci du général de Gaulle. Général de Gaulle qui écrivait le 8 décembre 1961, qui disait ceci. Il disait ceci à Perfit, c'était de Gaulle. Il disait ceci: depuis 1954, la nation algérienne est née dans le sang. Depuis 1954, la nation algérienne est née dans le sang. Rien ne pourra l'empêcher d'exister. Maintenant, les masses musulmanes du Sénégal à l'Indonésie veulent une Algérie souveraine. Aucune force de nos jours, dit-il, ne peut étouffer un peuple qui lutte pour son indépendance. Nous sommes en pleine lutte pour notre identité et notre indépendance. Et c'est bien dit. Merci. À bon entendeur, salut. Tout à fait. Merci d'avoir été avec nous, professeur universitaire, chercheur en histoire, Mohamed Ould Dor El Khalso. Merci d'avoir été avec nous. Alors, vous le savez, chers invités, il y a toute une programmation de ce 60e anniversaire de commémoration, quelque part, des tragiques massacres douloureux du 17 octobre 1961. Depuis 15h à 15h cet après-midi, un rassemblement de la Renaissance au cinéma Rex, organisé par l'association Les Oranges. Il y a aussi plusieurs événements qui ont commencé déjà septembre dernier, donc il y a un peu plus d'un mois. C'est ici aussi, oui, bien sûr. Et puis il y a un spectacle de chorégraphie les 10 d'octobre de Mehdi Slimani, 10 octobre au théâtre de Montreuil, et bien à la tableau Neruda à Bobigny. Voilà, donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faites. En Algérie. En Algérie aussi. Il y aura demain, Inch'Allah. Oui. Monsieur le 18 ou le 17. Oui, ça a commencé aujourd'hui. Le 17, il y aura une stèle. Tout à fait. Près du cinéma Bebelwed. Tout à fait, tout à fait. Et puis voilà, donc ça se passe... En l'honneur de... la journée... La Fédération de France. La Fédération de France. 7e wilaya, exactement. Tout à fait. 7e wilaya. Tout à fait. Donc voilà, la journée de l'immigration, c'est aujourd'hui. Donc il y a toute une programmation aussi qui s'étalera aussi jusqu'à demain au CIC, au Centre International des Conférences. On est désolé. Voilà, on veut dire beaucoup de choses, mais on a très peu de temps. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve juste après. J'étais ravie. À très vite.